Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Alexis Chailloux de Greenpeace s'engage activement à promouvoir des transports à bas carbone dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mettant en lumière l'impact significatif du transport aérien, il cherche à transformer les mentalités liées au voyage visant à remodeler l'imaginaire collectif qui tourne souvent autour de l'avion. Récemment, Greenpeace a rejoint le collectif Itinéraire BIS, axé sur la promotion du tourisme durable et la redéfinition des normes du voyage. Ce regroupement de professionnels vise à transformer les perceptions en favorisant des destinations locales et en sensibilisant à la préservation des écosystèmes. Le collectif œuvre à influencer positivement les acteurs du tourisme, obtenant des résultats tangibles tels que des sujets sur les voyages sans avion dans les médias. Bonjour Alexis, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, on attend le soleil avec impatience. Ouais. Moi, je vois qu'il est discret, mais bon, tu es où là ? À Marseille ? Je suis à Paris aujourd'hui, mais je reprends le train cet après-midi pour retrouver mon chez-moi. D'accord, très bien. Alors dis-moi, moi je me sens très honoré de recevoir quelqu'un de Greenpeace. Tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais justement au sein de Greenpeace ? Oui, volontiers. Donc, Alexis Chailloux, moi je suis responsable des transports à Greenpeace. Tu n'es pas sans savoir que les transports sont un des secteurs les plus polluants. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et c'est un sujet sur lequel nous, Greenpeace, mais presque toutes les associations environnementales travaillons depuis des années. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'essayer de faire une transition vers des transports qui sont moins émetteurs de CO2, donc qui contribuent moins fortement au réchauffement climatique. Et ça a l'air facile dit comme ça, mais en fait, ça a pas mal d'implications, parce que la manière avec laquelle on se déplace, en fait, c'est aussi la manière avec laquelle, enfin, c'est aussi où est-ce qu'on habite, c'est aussi comment on aménage le territoire, c'est aussi comment on vit ensemble, c'est aussi où est-ce qu'on travaille, c'est aussi comment on travaille. Enfin, c'est beaucoup de choses qui sont liées et qu'on essaye d'articuler à notre échelle. Et depuis 2-3 ans, je travaille plus spécifiquement sur la question des voyages, et notamment des voyages bas carbone, avec l'idée que le transport aérien aujourd'hui a une contribution assez importante au réchauffement climatique, et peut-être encore plus important que cette contribution, elle est exponentielle, ou en tout cas elle croît de manière très forte, à un rythme qui est absolument pas soutenable. Et deuxième chose, que les personnes qui prennent l'avion, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre l'avion. C'est vraiment une partie de la population qui jouit aujourd'hui de ce mode de transport-là. Et donc il y a un côté un petit peu, j'allais dire injuste, en tout cas qui questionne, avec une minorité de personnes qui va avoir un mode de déplacement et puis aussi un mode de voyage qui a un impact extrêmement fort sur le climat, là où en fait l'immense majorité des Français vont avoir un mode de voyage, des modes de déplacement qui sont, si ce n'est écologiques, en tout cas beaucoup moins nocifs pour l'environnement. Et donc on s'est un peu attaqué cette question-là à partir de ce constat-là, avec l'envie de faire deux choses. La première, c'est d'essayer de changer un petit peu ce qui est désirable. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensuite. D'essayer de voir comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui prennent l'avion, un peu comme un réflexe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, essayer aussi de changer les lois, de changer la réglementation, de changer la fiscalité, de changer les incitations, pour donner les moyens au plus grand nombre d'avoir un impact positif. D'essayer de pas forcément tout faire reposer sur l'échelle individuelle, sur les épaules des individus, mais aussi de faciliter la vie de tout le monde,
L'exemple que j'aime bien prendre, c'est la question du prix. Aujourd'hui, c'est le rapport qu'on a sorti à l'été dernier. Les billets de train sont en moyenne 2 à 3 fois plus chers que les billets d'avion. Bah là, on a un problème. C'est-à-dire que là, on a vraiment un gros sujet sur lequel nous, particuliers, n'avons pas énormément de prise. Moi, je peux donner tous les conseils du monde aux gens pour leur dire de prendre leur billet de train en avance, d'éviter de prendre l'avion, de voyager local, etc. Il y a un moment, ce qui va décider à la fin, ça va être le porte-monnaie aussi. Et donc, tant qu'on n'aura pas ces incitations-là, tant que le signal prix sera pas aligné avec le signal environnemental, on aura un sujet. Je te rejoins complètement, je veux dire, et c'est ça la véritable difficulté. Tu as parlé du train, tu as parlé de l'avion, mais il y a aussi la voiture aussi, et j'ai bien aimé ton approche par rapport au fait que bah, c'est pas si facile que ça, dans le sens où, bah, selon où on vit dans le territoire, l'accessibilité au transport public, etc., l'accessibilité au train. Hein, moi, je vois dans ma région, bah, si je veux prendre le train, c'est 1 heure de voiture, tout simplement. Ok. Donc, c'est pas facile. C'est un sujet extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que le transport, hein, mais dans sa globalité, transformer la société actuelle, le monde actuel vers un monde beaucoup plus soutenable est extrêmement complexe parce que il faut déjà convaincre tous les acteurs, il faut convaincre aussi les gouvernements, il faut changer les lois, etc. C'est des processus qui sont longs et lents aussi des fois. Et moi, la question qui m'intéresse, c'est que, bien, comment justement, au sein de Greenpeace, vous communiquiez sur ces sujets, aussi bien pour le grand public que pour, par exemple, les gouvernements, etc., pour pas seulement les sensibiliser, mais vraiment les pousser à agir et à agir plus rapidement qu'ils le font. Voilà, ta question, elle est large. Je vais essayer d'y répondre le plus en détail possible, mais n'hésite pas à me relancer. J'aime bien ton exemple de la voiture déjà. Nous, sur les vacances, l'immense majorité des Français, ils partent en voiture à quelques centaines de kilomètres de chez eux, et c'est pas vraiment un souci. C'est-à-dire que si on fait un peu de voiture pour les vacances, c'est vraiment pas là le sujet pour nous. En revanche, un seul voyage en avion, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est important de le redire, va avoir un impact pour chaque passager qui est extrêmement fort. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, c'est les chiffres. En gros, un aller-retour Paris-New York, c'est à peu près 2 tonnes équivalent CO2. 2 tonnes équivalent CO2, c'est à peu près, là encore, ce à quoi on doit arriver par an et par personne. Donc ça veut dire que finalement, avec un seul voyage en avion, ben, on a explosé son budget carbone annuel. La première chose qu'on a fait, c'est on est allé voir qui prend l'avion. Justement, et là c'est intéressant parce que c'est des publics qui sont... Je fais une grosse généralité, donc je veux pas qu'on se dise que toutes les personnes qui prennent l'avion sont comme ça, mais c'est en moyenne. Les gens qui prennent l'avion sont plutôt des urbains, CSP intermédiaire et supérieur, diplômés. Voilà. Donc c'est vraiment un type de population qui est particulier et qui sont peut-être ceux qui ont le plus de possibilités de changer leur mode de vie, entre guillemets, tout seul. Parce que, disons qu'ils ont une situation qui est relativement confortable, ils ont la possibilité, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais pour une partie, de payer un petit peu plus ou de changer son mode de consommation. Et à l'exception peut-être des personnes qui ont de la famille à l'étranger, le voyage en avion n'est pas un besoin, on va dire, aussi impérieux que d'avoir un toit sur sa tête, de se chauffer, de manger, etc. C'est quelque chose qu'on peut peut-être plus facilement remettre en question. Donc ça, c'est le constat de base. On a des urbains plutôt privilégiés qui prennent l'avion. Pourquoi c'est important de me dire ça? Parce que avec cet essor du low cost en avion, on peut avoir le sentiment que la pratique de l'avion s'est ultra démocratisée. Que finalement, comme il y a les billets à 30 euros, n'importe qui, on se dit, peut prendre l'avion.
Et ça, c'est pas complètement exact. C'est-à-dire que oui, bien sûr, les billets à 30 euros ont permis à des gens qui n'avaient pas pris l'avion jusque-là de le prendre. Ça, c'est vrai, mais c'est assez marginal en fait dans le panorama global. Ce que ça a fait le low cost, c'est que ça a permis à des gens qui prenaient déjà l'avion de le prendre encore plus souvent. Et c'est intéressant, en fait, ça s'explique assez facilement par le fait que le transport n'est qu'une partie du budget des vacances. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez aussi besoin d'avoir un budget sur place pour vous loger, pour vous nourrir, pour faire des activités. Et donc, quelqu'un, un foyer modeste, une personne modeste, n'a pas forcément, parce que le billet est à 20 euros, pouvoir déclencher 2 semaines en Thaïlande ou en Andalousie. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas exactement le même type de communication, nous, Greenpeace, avec des personnes qui ont les moyens, on va dire, qui ont plus de possibilités, de latitude, de marge de manœuvre, de changer leur mode de vie qu'avec des gens qui sont, comme tu le décrivais, contraints par leur lieu de vie, par leurs ressources, par leur travail, par des choses. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans la manière dont on a communiqué, alors pas forcément au grand public, mais en priorité à ces personnes-là qui prennent l'avion, on a essayé d'avoir les deux registres de discours à la fois. Le premier, le plus important, celui sur lequel on a insisté le plus, c'est essayer de donner envie à d'autres types de voyages, d'essayer de rendre désirables des voyages qui ne seraient pas forcément en avion à l'autre bout du monde sur une plage paradisiaque, qui est un petit peu on va dire l'imaginaire dominant, l'imaginaire qu'on a mécaniquement en tête. Un exemple que j'aime bien donner, tu tapes voyage dans Google Images, tu feras le test et tes auditeurs, auditrices pourront faire le test après. C'est hallucinant les premières images qui ressortent, c'est exclusivement des avions et des plages tropicales. Exclusivement. Comme si voyage était synonyme d'avion, était synonyme de plage tropicale. Or, il n'y a rien qui va dans cette équation-là, tout peut être remis en question. Le voyage n'est absolument pas synonyme d'avion. On peut très bien voyager à pied, à vélo, en train, en voiture, en bateau, que sais-je. Et ne prendre l'avion ne t'oblige pas à aller forcément sur une plage tropicale. Tu peux aussi prendre l'avion pour aller dans des plaines ouzbèques. Enfin voilà, il n'y a rien qui va dans cet imaginaire-là. Donc nous, on essaye d'instiller d'autres images, d'autres réflexes dans la tête des gens qui partent en voyage, en montrant que finalement, on peut tout à fait, premièrement, avoir des destinations qui sont extrêmement belles, désirables en Europe, et qu'on n'a pas forcément le réflexe d'aller découvrir. On a fait un petit guide de voyage en donnant une quarantaine d'idées qui sont absolument pas exhaustives. Hein. C'est nous, Greenpeace, qui versons ça au débat. Il pourrait y en avoir 400 de plus, en montrant qu'on peut aller dans les Highlands, en Écosse, en Lombardie, dans les Asturies, dans le nord de la Suède, au Maroc, enfin plein d'endroits qui sont absolument dépaysants, très souvent sublimes, des espaces naturels incroyables, des zones culturelles extrêmement riches et accessibles en train, en bateau, à vélo. Excuse-moi, Alexis. Et donc, comment vous changez ces imaginaires? Alors, ouais, j'ai malheureusement pas la formule magique. Je peux te dire que ce qu'on a fait dans l'ordre, c'est qu'on a essayé d'analyser d'abord en détail quel était l'imaginaire dominant, celui qui prenait toute la place, celui dont je commençais à te décrire un petit peu les grandes lignes. Et c'est notamment un rapport qu'on a sorti à l'automne 2023. Et on a essayé d'analyser à la fois dans les publicités des compagnies aériennes, mais aussi dans la manière dont des influenceurs sur Instagram peuvent communiquer. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes cherchent l'inspiration sur Instagram via ce qu'on appelle des pairs, P-A-I-R, S, c'est-à-dire des gens qui nous ressemblent et donc qui vont être une source d'inspiration. Aujourd'hui, la principale source d'inspiration pour les jeunes, c'est d'abord l'entourage, donc ce que nous racontent les gens qui nous entourent, les proches, la famille, les amis. Et juste après, ça va être les réseaux sociaux avec notamment ces influenceurs auxquels on peut s'identifier, qui vont nous livrer une partie de leur vie publiquement et auxquels on va être particulièrement sensible sur ce qu'ils racontent. Donc on est allé voir un petit peu, et c'est exactement ce que je te décrivais là en tapant Google Images, c'est que
globalement, ce qui semble être valorisé socialement, c'est, et je mets des énormes guillemets que tu ne vois pas, mais c'est de faire le plus de pays. Ça veut dire qu'on a une vision un peu consumériste du voyage. On a remarqué qu'il y avait plusieurs comptes Instagram, mais vraiment, enfin, pas juste un ou deux, qui mettaient qu'ils avaient fait 47 pays, 72 pays. Il y en a un qui était à 127 pays, je crois. Comme si c'était un peu une compétition. Une course, voilà, une course à celui qui a fait, et j'utilise volontairement ce mot faire qui moi me débecte absolument parce que ça, c'est une pauvreté absolue, mais il est rentré dans le vocabulaire et donc c'est voilà, c'est une espèce de case à cocher. Donc on essaie de faire le plus de pays et là il y a, enfin, c'est presque la contradiction même avec le voyage, c'est qu'on n'est pas là pour voyager, en fait on est là pour cocher une case. Et donc quelle est la conséquence de ça? C'est que c'est une incitation à voyager très souvent, notamment en prenant l'avion, et d'aller le plus loin possible, parce qu'une fois qu'on a fait l'Europe, bah, il va falloir faire l'Asie, il va falloir faire l'Amérique du Sud. Voilà, des personnes qui vont dire qu'elles ont fait un pays parce qu'elles sont restées 2 jours à Saint-Pétersbourg, la personne va dire qu'elle a fait la Russie. Ça n'a absolument aucun sens. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et pareil sur les images qui sont mobilisées, c'est quand même la plage tropicale qui domine. Voilà, c'est une espèce d'inconscient collectif que le voyage, ou en tout cas les vacances, et les deux termes ne sont pas exactement synonymes, on va pouvoir peut-être détailler ça, mais se passe sur une plage, si possible tropicale, à Salangir. Donc C'est qu'est-ce marrant qu'on ce que fait tu nous? dis. Pardon, je t'en C'est prie. marrant ce que tu dis parce que quand je pose la question, à des gens, quel est leur plus beau souvenir de vacances, ok, que ça soit dans la maison de campagne ou à l'étranger, ils me parlent toujours euh, d'une rencontre avec une personne. Ça m'étonne pas. Tu vois. Donc c'est un peu contradictoire avec l'imaginaire qu'on peut avoir, etc. D'ailleurs, j'avais fait un atelier justement là-dessus il y a quelques années où on avait demandé aux gens en préparation, écoutez, écrivez les 3 mots qui représentent les vacances idéales pour vous. Et ensuite, on les avait fait un peu méditer, redescendre dans le cœur, etc. On leur avait fait sentir des odeurs spécifiques. Et puis après, on leur avait demandé de dessiner le voyage qu'ils venaient de réaliser. Et ensuite, une fois qu'ils avaient fait ça, d'écrire les 3 mots que représentait ce voyage. Et on s'est rendu compte que les trois premiers mots au départ, c'était des mots tirés sur, comment dire, le monde extérieur, ce que le monde nous dit, ce que le monde nous présente, et que les 3 mots à la fin, c'était ce qu'on avait envie et ce qui nous faisait du bien. Et c'était marrant de voir cette déconnexion entre le monde extérieur et ce qui vraiment nous fait du bien. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Enfin, moi, ça me touche personnellement parce que moi, j'ai eu la chance de prendre pas mal l'avion quand j'étais dans ma vingtaine, on va dire. Donc, j'ai beaucoup voyagé en avion, donc je suis particulièrement vigilant à donner de leçons à personne. Là, depuis 6 ans à peu près, j'ai décidé voilà, de pas prendre l'avion pour le plus longtemps possible dans le cadre de mes vacances. Et notamment dans cette dynamique-là, j'ai pris un an sabbatique en 2019 pour aller faire le Tour de France à vélo. Wow. Et avec l'idée, bon, déjà, premièrement, de prendre une pause dans mon travail, parce que c'est quand même toujours assez... voilà, c'est des rythmes qui sont assez soutenus, donc ça fait du bien de ralentir. D'aller voir des amis, et aussi de découvrir un territoire, la France, que j'avais certes arpenté au gré de mes vacances, de mes week-ends, etc., mais que finalement, je connaissais assez mal. Et mon année sur le vélo m'a absolument confirmé ça. Premièrement, je connaissais mal mon pays. Deuxièmement, j'avais des craintes que j'ai réussi à lever. Ça m'a forcé à, premièrement, aller à la rencontre de personnes, demander de l'aide. Je déteste ça. je n'aime pas demander de l'aide, mais ça m'a forcé à le faire. Et c'était forcément, quand on se met dans une position de demande, ça crée des rapports humains qui sont extrêmement riches. Ça a fait sauter des peurs que j'avais, par exemple, dormir dehors. Alors, dormir dehors, je veux dire dormir en tente, bivouaquer, quelque chose qui, moi,
me sortait absolument de ma zone de confort et qui aujourd'hui presque fait partie de mon identité, ou en tout cas quelque chose qui me remplit de joie. Et sans ce voyage-là, je l'aurais pas fait. Ça m'a permis de rencontrer, alors certes des personnes que je connaissais pas, mais peut-être encore plus intéressant de rencontrer des amis. Ça veut dire que j'avais le temps de de rester chez des gens une semaine, 2 semaines, d'apprendre à les connaître, pas uniquement autour d'une activité, autour d'un verre, d'un dîner, mais aussi voilà, d'être chez eux pleinement, de les voir au petit-déj la journée, le soir, dans tous les états. Donc ça a apporté une richesse humaine, ce voyage-là, qui fait que je peux dire sans trop de difficulté que c'était le plus beau voyage que moi j'ai initié. Et pourtant, c'était un voyage en France, dans des zones qui sont pas si dépaysantes que ça, mais qui, moi, m'ont enrichi énormément. Je fais hyper attention à pas généraliser, ça c'est mon exemple à moi, par rapport à là, moi, où j'étais, donc je suis pas absolument pas en train à Greenpeace, on n'est pas en train de dire, prenez votre vélo, faites un an sabbatique. Tout le monde n'a pas la possibilité de prendre un an sabbatique, tout le monde n'a pas la possibilité de faire du vélo, etc. Mais le fond du message, c'est parfois les voyages les plus riches, et j'utilise le terme voyage volontairement, ne sont pas forcément les plus lointains, euh, et ne nécessitent pas forcément de prendre l'avion. Finalement, c'est presque plus une disposition. Et là-dessus, le train, je trouve, est assez intéressant, parce que il ramène de la lenteur, il ramène aussi, je sais pas comment dire, de la réalité, je sais pas comment dire, mais l'avion, tu décolles, tu es sur les nuages, tu atterris. C'est une sorte de téléportation. En fait, alors tu vois un petit peu le paysage, c'est magnifique au départ, au décollage et à l'atterrissage. Mais en général, une fois que tu es au-dessus des nuages, ben, tu es comme dans un sas. En fait, tu sais pas très très bien où tu es. En train, c'est différent. Ce serait pareil en vélo ou à bateau. En train, tu traverses les territoires. En voiture aussi, d'ailleurs, hein. Ça ne doit pas être facile de passer ces messages. Déjà parce que Greenpeace a une image, une Ouais. identité. OK. Donc, comment communiquer et avoir un impact? Ce qu'on a fait, donc parce que dont je te parlais, c'était vraiment personnel. Ce qu'on a fait, nous, à Greenpeace, c'est d'essayer de montrer que finalement, ce que les gens recherchent en vacances, on peut les trouver à portée de train. Et donc, on a fait des études pour voir un petit peu quels étaient les critères de décision de vacances aussi, et de choix de destination. Donc, je mets la question du prix entre parenthèses, on pourra y revenir. Elle est hyper importante, mais là, voilà, c'est encore autre chose. Et on voyait que très souvent, c'était des paysages, l'accès à la nature, le soleil, de la richesse culturelle. Et donc ça, en fait, on a voulu montrer de manière très positive que on pouvait retrouver ces éléments-là en Europe et à proximité. Et donc on a fait ce guide-là qui a plutôt bien marché, qui était un guide gratuit avec des très belles photos. On a vraiment fait un travail iconographique plus que le texte. C'était pas un guide de voyage au sens Lonely Planet ou au sens autre. On n'a pas les compétences, c'est pas notre job. On a mis 3 lignes pour mettre 3 lignes, mais ce qu'on voulait montrer, c'était d'abord, waouh, la belle photo et comment y aller. On l'a fait, je te parlais tout à l'heure des Asturies, qui est en une de notre guide. Voilà, les Asturies, c'est dans le nord de l'Espagne. C'est accessible depuis Toulouse en quelques heures de bus ou de voiture. Euh, c'est incroyable. T'as la mer, t'as la montagne. Voilà. C'est des régions qui sont absolument époustouflantes. Et cette idée-là de belles photos, on l'a déclinée sur à peu près tous nos supports de communication. Je vous invite à aller voir notre compte Instagram, où là, voilà, on sait que on arrive à toucher les personnes qui peut-être prennent l'avion. Donc ces fameux urbains, diplômés, CSP intermédiaire supérieur, plutôt moins de 40 ans. On sait que ce sont un peu les mêmes qui sont sur Instagram. Et donc voilà, on essaye de montrer que ça peut être, comment dire, chouette de partir aussi dans des endroits où on ne connaît pas. Voilà, ça c'est la partie, c'est le gros de notre travail, c'est la partie un petit peu qui brille, essayer voilà, de créer de l'étincelle dans les gens. On essaye aussi de partager des témoignages, de montrer que finalement c'est pas si difficile, d'avoir aussi des communications très concrètes du genre voici les 10 destinations où aller en moins de 4 heures en train depuis Lyon, depuis Paris, depuis Marseille. Voilà, essayer de apporter de l'information concrète aussi. Et ça c'est un peu moins consensuel aussi. Euh, on s'est permis ces derniers mois d'avoir une communication qui bouscule un petit peu plus aussi.
On n'est pas là pour culpabiliser les gens, c'est absolument pas le message, mais plutôt d'amener aussi du fait, d'amener des chiffres qui font pas forcément plaisir toujours, mais qui sont importants au débat public pour que chacun puisse se positionner aussi. Je pense à une note qu'on a sortie là en novembre, où on a essayé de calculer à quelle fréquence un Français, une Française serait en possibilité de prendre l'avion si on voulait respecter l'accord de Paris. Je te passe les calculs, on arrive à peu près à un aller-retour long courrier tous les 10 ans. C'est un chiffre, si on prend l'avion régulièrement, ça peut ne pas être hyper enthousiasmant Non, comme non, non. ça. Euh, et en même temps, moi, j'y vois du positif. J'y vois du positif parce que c'est pas zéro déjà. C'est pas zéro, on n'est pas en train de dire vous ne pourrez plus jamais monter dans l'avion. Il y a encore une possibilité, certes. Hein. Et puis aussi parce que la rareté euh, peut aussi apporter quelque chose de positif. Je m'explique. Quand on a un voyage qui est extrêmement rare, ben du coup, on va pas avoir la même démarche pour le préparer et pour le vivre que si c'était un voyage qu'on fait tous les 6 mois. Et donc là, l'idée de remettre un petit peu de la rareté, ben pour moi, en fait, on resacralise le voyage en avion et je trouve ça finalement assez beau et positif de se dire, ben oui, l'avion, c'est une prouesse technologique incroyable qui peut nous permettre de traverser la planète en quelques heures. J'en ai profité. Ça connecte des régions qui sont... Voilà, ça a plein de vertus, mais ça a aussi un impact climatique catastrophique. Donc remettons de la mesure là-dedans et gardons l'avion pour ben voilà, le voyage d'une vie, le voyage d'une décennie sur une région du monde où on ne peut pas accéder autrement, pour une période de temps qui sera peut-être plus importante que juste les 2 semaines de vacances de l'été, pour voilà une préparation, une immersion qui sera peut-être un peu différente que si on avait fait un voyage rapidement à l'autre bout du monde. Et peut-être que du coup, en plus, avant, après et pendant, avant, pendant et après, on n'aura pas le même rapport au voyage. On va le raconter avec peut-être encore plus d'étoiles dans les yeux si c'est le voyage d'une vie. Le reste du temps, on n'est pas du tout en train de dire ok, on arrête de voyager. C'est plutôt le reste des vacances, faisons-les dans des régions plus proches en Europe ou en France que probablement en fait on ne connaît pas non plus et qui vont probablement nous enthousiasmer. Donc voilà. Donc on essaye à la fois de donner envie à ce local, ce type de voyage un petit peu différent, en essayant de pas, comment dire, de pas créer une nouvelle norme en disant il faut faire ça, plutôt de donner envie à des endroits, à des types de voyages. Je te donne un exemple. Moi, j'aime bien le voyage en itinérance. Je trouve que c'est quelque chose qui est particulièrement riche parce que je me sens actif, je me sens en mouvement, je vois différents endroits d'une région ou d'un pays, je rencontre des gens, mais c'est pas forcément ce qui va plaire à tout le monde. Il y a plein de gens pour qui des vacances, c'est d'abord du repos, et le repos, c'est quand même ne pas avoir à refaire son sac tous les soirs, c'est quand même agréable. Donc voilà. Pour ces personnes-là, on leur dit, mais en fait, si votre besoin, c'est le repos, si votre besoin, c'est la plage, si votre besoin, c'est la montagne, si votre besoin, c'est etc., en fait, tout ça, on le trouve en Europe. Tout ça, on peut le trouver à portée de train ou à portée de voiture. Et donc, finalement, repartir du besoin, c'est intéressant parce que on se rend compte que ce besoin-là, il peut complètement être nourri. Si jamais on veut faire un cours de yoga ou un stage de yoga, il n'y a pas forcément besoin d'aller à Bangkok, enfin d'aller en Thaïlande pour le faire, en fait. Enfin, on peut très bien le faire sur une plage française ou même dans une forêt française. Il y a pas de problème avec ça. Ça change pas grand-chose. Oui, il y a un peu moins de dépaysement, mais et encore, une partie des gens dont on parle, là, qui prennent souvent l'avion, en fait, ils vont se retrouver dans des auberges de jeunesse ou dans des hostels où il y a plein d'occidentaux comme eux. Donc voilà, on me questionne parfois aussi ce fameux dépaysement que moi j'ai trouvé en France finalement plus qu'en allant à l'autre bout du monde. Donc voilà, on Et essaie de... c'est vrai qu'en Europe, il y a une diversité culturelle quand même qui est extrêmement riche. Et puis une diversité de paysages, naturel, j'allais d'environnements dire, on a une chance incroyable. incroyable, quoi. On a une chance incroyable. Même géographiquement, la France a voilà, une position un peu singulière en Europe, où on est ouvert sur le sud, sur le nord, et on peut aller à l'est assez facilement aussi.
Par exemple, pour quelqu'un qui habite en Écosse, on n'aurait pas le même discours, enfin, ça va être plus difficile, ou dans le nord de la Suède, c'est plus difficile de se passer d'avion si tu veux voyager en Europe. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. En France, finalement, euh, en un ou deux coups de train, on peut aller assez facilement dans des zones incroyables et dépaysantes. Alors, il n'y a pas du tout assez d'offres en train, ça c'est un autre sujet sur lequel on essaye de Ouais, bien sûr. travailler. Je te donne un exemple qui me touche encore personnellement. Le train de nuit qui allait à Lisbonne, qui était un super train de nuit qui partait de Hendaye, dans le sud-ouest de la France. Il a disparu avec le Covid, comme d'autres trains de nuit, comme le Paris-Venise, par exemple. Euh, il n'est pas prévu pour l'instant de le remettre. Ça m'arrache le cœur. Parce que Mm. pour aller à Lisbonne aujourd'hui depuis la France, c'est une tannée en train. Ouais, tout à fait. Ouais. Franchement, enfin, même nous, Greenpeace, qui essayons de pousser les gens vers des modes de vie plus en harmonie avec les écosystèmes, c'est compliqué de demander à quelqu'un d'aller à Lisbonne en train. Il faut faire 4 changements. Euh, je- ça n'a pas de sens. C'est pas très loin, Lisbonne, hein. Franchement, on pourrait faire un Toulouse-Lisbonne en une nuit extrêmement facilement. La ligne, elle existait, ou un Bordeaux-Lisbonne, la ligne, elle existait. Les rames existaient. Enfin, voilà. Donc là, c'est un peu sur la question de l'offre et du prix, les limites que nous, on perçoit à la partie purement communicationnelle. C'est que là, il faut des mesures politiques. C'est que Mm. là, ça ne suffit pas de changer l'imaginaire, ça ne suffit pas de changer la manière dont les influenceurs, dont les journalistes, dont les acteurs du tourisme communiquent. Ça ne suffit pas. Il faut des changements politiques, structurels, développer l'offre de train, renchérir l'avion pour permettre de faire baisser les prix du train. Et ça passe par des mesures politiques. Et c'est un autre volet sur lequel nous, on essaie de travailler parce que il est indispensable. Mm. Et comment vous communiquez justement avec les politiques? Un peu de la même manière, c'est-à-dire que la première chose qu'on fait, c'est on essaie toujours de faire un état des lieux. Avant de prendre la parole, avant de faire des demandes, on essaye de voir, de faire une photographie. C'était un peu l'objet du rapport qu'on a sorti l'été dernier sur, OK, le prix des billets d'avion et des trains, toutes les personnes qui ont voyagé en Europe ont cette intuition que le train est vraiment plus cher que l'avion. Est-ce que cette intuition, elle est avérée ou pas? On scanne, donc on a scanné une centaine de liaisons en Europe à 9 dates différentes pour essayer de vraiment un travail extrêmement minutieux pour éviter les effets conjoncturels. Donc on a regardé 3 dates à court terme, 3 dates à moyen terme, 3 dates à long terme pour une centaine de destinations, un travail de fourmi. Et la conclusion, elle est non, cette intuition, elle n'est pas fausse, elle est complètement justifiée. En Europe, en moyenne, les billets de train sont 2 fois plus chers que les billets d'avion, et quand on part de la France, c'est même 2,5 fois plus cher. Donc c'est encore plus marqué au départ de la France. Et ça s'explique en fait par 2 principales raisons. C'est d'abord que l'avion est excessivement pas cher. En fait, c'est pas très populaire de dire ça, mais malheureusement c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a des billets d'avion qui sont entre Marseille, là où j'habite, et Londres, par exemple, à 20 euros. C'est même pas le prix du carburant. C'est même pas. Donc il y a des espèces d'incohérences économiques qui sont largement alimentées par des décisions politiques. On sait par exemple qu'il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Le mouvement des Gilets jaunes a permis de le populariser aussi, cette injustice criante qui font qu'une personne qui a une voiture, qui peut être dépendante de sa voiture, va payer une taxe sur le carburant. Là où un urbain de 30 ans qui travaille dans la com, je caricature volontairement, hein, Ouais, c'est ouais. juste pour avoir une image, quand il va partir tous les ans à Bangkok, bah lui, il paye pas de taxe sur le kérosène, enfin sur son billet d'avion, etc. Ça, c'est une injustice qui est complètement anachronique et qui, moi, me révolte. Il y a d'autres choses qui sont moins connues. Il n'y a pas non plus de TVA sur les billets d'avion internationaux. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas acheter n'importe quel objet du quotidien. Tu vas acheter un cahier, tu vas acheter, je sais pas, une table, n'importe quoi. Tu payes 20% de TVA. Tu vas acheter un sandwich, tu payes 10% de TVA à la boulangerie. Tu vas acheter un billet d'avion pour aller à Barcelone, tu payes 0% de TVA.
C'est vraiment, alors que Mmh. c'est excessivement polluant. En plus, c'était quand même le départ de notre discussion, c'est que c'est probablement l'acte de consommation le plus polluant à l'échelle individuelle. Et pourtant, il est détaxé. Donc c'est tout l'inverse du concept un petit peu de pollueur-payeur, où normalement, les industries les plus polluantes, à défaut d'être interdites, contribuent plus fortement. Là, c'est tout l'inverse. Mmh. Et dans le même temps, le train, en tout cas à certaines périodes, sur certaines liaisons, reste aujourd'hui, notamment le TGV, extrêmement cher, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'il n'est pas subventionné. Le TGV aujourd'hui n'est pas subventionné. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi questionner Et est-ce en qu'il y a de se la demandant. TVA? Alors, c'est un peu technique, mais en gros, sur les billets internes, c'est 10%. Sur les billets internationaux, ça dépend. C'est-à-dire que c'est 0% sur le tronçon français, mais ça dépend des pays sur le tronçon étranger. Par exemple, je sais pas, en Allemagne, je crois que c'est 9% à vérifier. Donc si par exemple tu fais un Strasbourg-Berlin, tu vas payer 0% de Strasbourg à la frontière allemande, donc quasiment une infime partie du trajet, et tu vas payer 9% sur le reste du trajet. Pareil, si tu fais, je sais pas, Paris-Rome via Lyon, eh ben tu vas payer, si tu passes par Lyon, Paris-Lyon, tu payes 10% sur Paris-Lyon si tu changes à Lyon, et ensuite tu vas payer ça. Donc la TVA est relativement limitée sur le train, mais elle est quand même supérieure à ce que paye l'avion. Donc là, c'est pareil, c'est OK. quelque chose qui euh, n'a pas de sens. Normalement, on devrait se dire, l'État prend en charge, subventionne, que ce soit par la TVA ou par autre chose. Nous, d'ailleurs, plutôt que baisser la TVA, on proposerait plutôt, en priorité, on va dire, sur le train, que l'État subventionne en partie ce qu'on appelle les frais de péage. Donc les frais de péage, c'est à près 40% du prix d'un billet de TGV, qui est ce que la SNCF ou d'autres opérateurs doivent payer pour l'entretien du réseau. C'est un peu comme en voiture, quand on passe à un péage, Ouais, on ouais. paye l'utilisation du service et l'entretien du service, de l'infrastructure. C'est pareil sur un train, n'importe quelle compagnie ferroviaire qui passe sur des rails doit s'acquitter de frais. En France, ils sont particulièrement élevés. Et l'État pourrait dire, je prends en partie. Je prends une Mmh. partie de ce frais-là, ce qui permettrait de baisser les billets. Aujourd'hui, c'est pas la solution qui est choisie par les pouvoirs publics. Et on arrive dans cette situation avec des billets extrêmement low cost en avion. Avec, donc je te disais par exemple, Marseille-Londres, c'est un bon exemple. 20 € en avion, 200 € en train. Ouais, ouais. T'es sur un facteur 10 là. Alors c'est un exemple un peu extrême, c'est pas le cas partout, mais ça donne ça montre un petit peu à quel point on marche sur la tête, parce que même une personne extrêmement convaincue, quand tu as un facteur 10 sur le prix, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que même des collègues à Greenpeace, je veux dire, si tu as un billet à 20 € et un billet à 200 €, je veux dire, tout le monde ne roule pas sur l'or à Greenpeace non plus. Ouais, Ça ouais. va être extrêmement difficile de choisir l'option train. L'immense Mmh. majorité des collègues le font, mais c'est coûteux, voilà, c'est pénible. Alexis, merci pour ces informations. Greenpeace a choisi de rejoindre un collectif de médias dans le tourisme durable qui s'appelle Itinéraire Bis. Alors déjà, c'est quoi Itinéraire Bis? Je sais que tu en fais partie, donc dis-nous un peu ce que c'est. Et puis ensuite, pourquoi Greenpeace a rejoint ce collectif? Pourquoi Greenpeace a rejoint ce collectif? Et ensuite, quelle est l'intention de ce collectif? Donc ça fait pas mal de questions, je suis désolé. Non, mais c'est plus ou moins la même question, donc t'inquiète. Euh, Itinéraire Bis, c'est un collectif de professionnels de la communication et des médias sur les questions de tourisme, de voyage. Il va y avoir dedans des journalistes, des médias, il va y avoir des influenceurs, il va y avoir des éditeurs de guides de voyage, par exemple, il va y avoir des professionnels du tourisme, il va y avoir des producteurs, il va y avoir plein de personnes qui communiquent au sens large sur le tourisme et le voyage.
avec ce point commun de se dire, nous, professionnels de la communication des médias sur les questions touristiques, on a aussi une responsabilité sur ce fameux imaginaire dominant. Ça veut dire que nous, on peut aussi, à notre échelle et en toute modestie, commencer à amorcer ce changement, à véhiculer d'autres images et d'autres représentations, d'autres désirs sur qu'est-ce que c'est un voyage stylé. Je mets des énormes guillemets, tu le vois pas non plus, mais un voyage cool, un voyage qui donne envie. Et à partir de là, on fait deux choses. D'abord, on essaie de montrer que dans nos structures respectives, on s'applique nous-mêmes ces préceptes-là. Les préceptes, en gros, ça va être essayer de communiquer plutôt sur des destinations plus locales, de ne pas faire la promotion régulière de destinations lointaines. Ça va être essayer de répartir aussi le flux de voyageurs, de ne pas forcément faire la publicité ou la communication sur des destinations qui sont déjà extrêmement touristiques, mais plutôt de donner à voir des régions, des départements, des territoires qui le sont moins et qui pourtant méritent tout autant d'être découverts. Et dernière chose, essayer de sensibiliser aussi à la préservation, la protection des écosystèmes naturels quand on est en voyage, en vacances. Donc c'est un peu ces trois règles d'or qu'on s'applique à nous. Et ça, c'est le deuxième étage de la fusée qu'on essaye aussi d'infuser plus largement chez les acteurs qui sont aujourd'hui pas forcément extrêmement sensibilisés ou qui n'ont pas forcément le même niveau de maturité sur ces questions-là. Ça peut être les influenceurs. Typiquement, c'est le rapport dont je te parlais que nous, Greenpeace, on a sorti, mais qui a été abondamment relayé par les gens d'Itinéraire Bis parce que c'est en plein dans notre mission sociale, on va dire, essayer de donner à voir qu'il y a déjà d'autres influenceurs qui permettent, qui communiquent différemment. Ça va être auprès des médias aussi. Essayer de discuter avec des journalistes, de leur montrer que c'est possible de donner envie. C'est possible de renouveler l'iconographie. On a une session, on a une page sur le site d'Itinéraire Bis que je trouve une des plus intéressantes aussi, qui est une photothèque. Donc en fait, on met d'autres idées de photos pour illustrer les papiers sur le voyage. Là où mécaniquement, comme je te disais tout à l'heure, ça va être une plage. Nous, on essaie de montrer, en fait, il y a pas que la plage dans la vie. Il y a aussi, on peut donner des belles montagnes, des belles forêts, des gens qui sont à vélo, des gens qui marchent, des gens qui voilà. Représenter d'autres types de personnes, d'autres types de paysages, d'autres types de modes de transport aussi dans les illustrations. Et alors, la satisfaction que, à titre personnel, j'ai dans le cadre de ce collectif-là, c'est que je sens qu'en une année, il y a des choses qui bougent. Je dis pas que c'est grâce à Itinéraire Bis, je pense que c'est un effort collectif et que c'est, voilà, il y a quelque chose qui est en train de bouger là. Mais par exemple, cet été, France 2, au JT, tous les dimanches, faisait un sujet qui était une idée de voyage sans avion. Et c'était en fin de JT, tous les dimanches pendant l'été, donc un horaire de grande écoute. Et là, on se dit, ah oui, c'est en train de bouger. Le Monde, il y a quelques jours, là, début janvier, a sorti une rétrospective de 2023 sur les 10 destinations sélectionnées par la rédaction du Monde, accessibles sans avion. Donc là, voilà, c'est en train de bouger, avec des destinations en France principalement, mais aussi dans les pays frontaliers. Le Figaro, qui est pourtant le Figaro Voyage, qui est quand même, qui fait en partie la promotion de destinations lointaines aussi, crée une section qui s'appelle l'itinérance en train ou le voyage en train du mois. Donc voilà, on sent que c'est en train de bouger et avec Itinéraire Bis, on a envie de contribuer, on va dire, à ce renouvellement de l'image du voyage, parce que si on arrive à changer les prescripteurs de voyage que sont les acteurs du tourisme, les acteurs de la communication, on va réussir à changer ce qui est perçu comme normal et ce qui est perçu comme plus questionnable. Et ça, c'est finalement un peu l'objectif ultime, quoi, c'est de se dire, il faudrait finalement que le voyage local redevienne la norme, un peu comme c'était il y a quelques décennies, et que le voyage lointain redevienne l'exception. Voilà. C'est un peu cette transformation-là qu'on a envie de faire, en plus de ne pas tomber dans les travers de la surfréquentation ou de la destruction d'écosystèmes naturels qui sont d'autres enjeux absolument
essentiel sur le tourisme. Donc voilà un petit peu l'objectif. Et Greenpeace, nous, par rapport à notre objectif de contribuer à promouvoir le voyage bas carbone, c'est assez naturellement que quand Amélie Deloffre, qui est la fondatrice de ce collectif-là, nous a contacté, m'a contacté, moi j'ai embarqué dans l'aventure avec enthousiasme et beaucoup d'envie. Et ce collectif, vous vous retrouvez régulièrement justement pour discuter, dialoguer, comment toujours aller plus loin, etc. Il y a une véritable dynamique en interne? Oui, absolument. C'est des échanges qui sont réguliers. On se voit en physique à échéance très régulière. On se retrouve une fois par an pour une journée de travail aussi. En séminaire, on essaye de monter des projets communs, parce que c'est aussi l'idée. Ce qui est pas évident, c'est qu'on a tous un travail. Donc c'est en plus de notre travail. Mais il y a tellement d'envie et l'impression de faire quelque chose de juste, à la fois au sens de juste, on va dire moralement juste, mais aussi de juste dans la justesse. Ça veut dire d'être dans la bonne communication, pas en train de dire ce que tout le monde fait c'est n'importe quoi, mais plutôt regarder comment on pourrait faire différemment. Et du coup c'est assez enthousiasmant. Il y a une dynamique que moi j'apprécie énormément, et des projets en commun. Je te donne un exemple qu'on aimerait faire sur 2024. Je sais pas si on trouvera le temps, parce que c'est toujours on aimerait aller dans un département extrêmement peu touristique en France, y aller tous ensemble, toutes et tous ensemble au même moment pendant quelques jours, pour le raconter chacun à notre manière. Il y a beaucoup de blogueurs, de vidéastes, de médias qui ont leur propre communauté, leur propre audience, pour chacun raconter ce département sur nos canaux et montrer qu'en fait il est extrêmement riche. Essayer de donner envie d'aller voyager en Haute-Marne ou dans un autre département qui serait pas forcément le premier qu'on cocherait sur sa case. Et avec nos compétences, on est des gens de la communication plutôt à la base, essayer de créer ce désir-là auprès des gens qui nous suivent. Voilà. Ça, c'est par exemple un projet commun qu'on pourrait faire qui serait super. Super. Merci beaucoup Alexis. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.